Pourquoi est-ce que c'est pas possible de se faire arnaquer dans l'achat d'un bien immobilier ou alors dans l'achat d'un terrain ici en Allemagne? Pourquoi est-ce que quand le vendeur il t'a déjà vendu le terrain, il ne peut plus faire la même proposition à quelqu'un d'autre, comme on le voit souvent malheureusement dans beaucoup de pays qui ne sont pas encore très développés ou alors dans les pays d'Afrique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de t'expliquer les étapes qui se passent lors du versement d'argent pour l'achat d'un bien immobilier ici en Allemagne. Reste surtout jusqu'à la fin parce que ce serait aussi une possibilité de projet qu'on peut copier pour éventuellement implémenter ou alors calquer chez nous en Afrique, pourquoi pas? Parce que effectivement, un des rôles principaux de la diaspora africaine ici en Europe, c'est aussi de voir tout ce qui se passe bien, tout ce qui marche bien et éventuellement impliquer la même chose chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun. Donc du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique le fonctionnement en détail et on peut comme ça implémenter chez nous pour aussi apporter plus de sécurité à ce niveau-là, plus de transparence pour que effectivement chacun qui veut acheter un bien immobilier, un terrain aussi là-bas se sente en sécurité. Je te retrouve donc tout de suite après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, à travers l'immobilier, on a la possibilité comme ça d'acquérir une place de privilégié ici en Europe. On a la possibilité de devenir des citoyens importants et plus seulement les citoyens de seconde zone. Et aussi avec l'immobilier, on va être vu de façon privilégiée, que ce soit nos enfants à la crèche, que ce soit nous-mêmes, on sera regardé un peu différemment parce que voilà, on aura compris, la société aura compris l'impact que nous aussi on peut avoir sur l'économie. Donc le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la signature chez le notaire et ce qui se passe après. Pourquoi est-ce que le vendeur, quand il vous a déjà vendu le terrain, il est bloqué, il ne peut plus faire la même proposition à quelqu'un d'autre? J'ai regroupé donc 5 étapes que je vais t'expliquer dans cette vidéo en détail. La première étape, c'est déjà la signature chez le notaire. Donc quand tu as visité l'appartement et que le vendeur, il t'a déjà certifié qu'il va te vendre son appartement ou alors son terrain, vous vous retrouvez chez le notaire. Ce que le notaire va faire, c'est qu'il va lire le contrat de vente que toi, l'acheteur, tu as reçu 2 semaines à l'avance. L'acheteur et le vendeur, vous avez reçu 2 semaines à l'avance. Vous allez lire le contrat avec le notaire. Il va se rassurer que tous les points ont été compris aussi par l'acheteur parce qu'effectivement, dans ce contrat-là, il y a souvent beaucoup de termes juridiques où il faut encore t'expliquer en détail. Donc, le rôle du notaire, c'est encore de bien se rassurer que les deux parties ont bien compris de quoi il s'agit et que l'acheteur sait effectivement ce qu'il achète et dans quel état. Parce que effectivement, parfois, c'est stipulé, tu achètes comme tu as vu, ou alors on va d'abord rénover avant que tu vas acheter. Il y a beaucoup de clauses qui peuvent être prises dans le contrat de vente d'achat d'un bien immobilier. Donc, à ce niveau-là, le notaire il clarifie tous ces points-là. Et donc, après avoir, quand vous deux, vous êtes d'accord et que vous deux, vous mettez donc votre signature sur le contrat d'achat du bien immobilier, ça c'est déjà la première étape qui a été réalisée. La deuxième étape après la signature chez le notaire, ce que le notaire il va faire en premier dès que vous allez partir, ce serait d'abord de geler le titre foncier qu'il a devant lui. C'est-à-dire qu'il bloque complètement ce titre foncier-là et rien ne peut plus être écrit à l'intérieur.
toutes les autres communes sont informées et c'est la raison pour laquelle le vendeur ne peut plus utiliser ce même titre foncier-là pour aller essayer de trouver un autre acheteur alors que vous êtes déjà passé chez le notaire. Donc en ce moment-là, le notaire il a gelé le titre foncier et du coup rien ne peut plus se passer. Quand il gèle donc le titre foncier, il va donc se rassurer que le nom qui est écrit à l'intérieur c'est bien celui du vendeur. Si par exemple il y a deux vendeurs, se rassurer par exemple que les deux sont d'accord, c'est généralement un couple qui par exemple se sépare ou qui décide de vendre leur maison et ils sont à deux dans le titre foncier, donc il faut vérifier que les deux sont respectivement d'accord pour cette transaction-là. La troisième étape, c'est la clarification du partage de l'argent. Voilà, justement, quand tu arrives donc chez le notaire, il faut déjà avoir eu ton offre de la banque. Parce qu'effectivement, si tu suis mes vidéos depuis le début, je conseille donc toujours de prendre un financement pour ton bien immobilier, même si tu as le cash disponible. C'est tout simplement plus lucratif et avec le cash que tu as, tu peux acheter plusieurs biens immobiliers, te construire un patrimoine énorme que de le mettre tout dans un bien immobilier. J'avais expliqué ça dans une autre vidéo que je peux te mettre une fois de plus dans la barre de description. Voilà, donc le partage des biens, comment ça se passe, c'est aussi une des fonctions du notaire. C'est aussi pour ça naturellement qu'il reçoit c'est 1,5% chaque fois sur le prix d'achat du bien immobilier. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va clarifier le partage des sous. Donc on va supposer que le vendeur lui vend sa maison par exemple à 100 000 euros. Toi l'acheteur, tu as pris un crédit de 100 000 euros. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter la banque du vendeur pour voir si le vendeur doit encore verser de l'argent sur la banque. Ou alors si la maison a été complètement payée. Si la maison a été complètement payée déjà par le vendeur et est en sa possession, il va donc demander à la banque de verser l'argent directement chez le vendeur. Mais si le vendeur avait encore des dettes, voilà, à la banque où il avait pris son premier crédit initialement, l'argent va donc être scindé en deux. Une partie va aller à la banque naturellement du vendeur et l'autre partie chez le vendeur directement. Donc ça, c'est une fonction du notaire qui va faire après la signature du bien immobilier. La quatrième étape, c'est l'autorisation du versement de l'argent. Donc il faut rappeler ici que pendant la première étape, quand vous avez signé le contrat d'achat de bien immobilier, il n'y a pas encore eu de versement d'argent. Donc en ce moment-là, l'acheteur il va rentrer à la maison, attendre clairement, attendre jusqu'à ce que le notaire lui donne l'autorisation de libérer l'argent chez le banquier. Parce qu'effectivement, toi l'acheteur, tu as un contrat que tu as pris chez la banque pour acheter le bien. Quand tu vas chez le notaire, tu signes le contrat, mais quand tu reviens à la maison, tu attends que le notaire fasse déjà ces vérifications que j'ai expliquées dans l'étape 2 et 3. Et quand il a fait ces vérifications-là, il te donne donc l'autorisation à toi de faire signe à la banque que la banque peut libérer les sous. Donc à ce moment-là, la banque va donc libérer les sous qui va aller directement soit chez le vendeur si la maison avait été complètement payée ou si la maison a été héritée, ou alors qui va aller dans les deux parties, donc être scindé, aller d'abord à la banque pour rembourser le crédit que le vendeur a encore éventuellement dans sa banque et lui donner le reste. Naturellement, l'argent du bien immobilier ne va pas venir dans ton compte de l'acheteur. Non, ce sont des sommes généralement très importantes. Donc, du coup, 100 000 euros, 200 000 euros dans ton compte, ça peut te donner les envies voilà, de faire autre chose. Et la cinquième et dernière étape, c'est tout simplement celle de la passation du bien proprement dit. Donc, quand l'argent a été versé donc chez le vendeur ou alors dans sa banque, selon si le bien appartenait déjà complètement au vendeur ou pas, ce qui va donc se passer, c'est que l'acheteur et le vendeur vont prendre un rendez-vous
Ils vont se rencontrer et et le vendeur en ce moment-là va entrer en possession des biens. Et donc, question ici de récupérer donc tout ce qu'il y a comme les clés de l'appartement, les clés du sous-sol, les clés des chambres. Après, de vérifier les compteurs, que ce soit le compteur d'électricité, le compteur d'eau, parce qu'effectivement, si l'acheteur il a acheté la maison en milieu d'année, il y a dans les charges supplémentaires qui viennent généralement en fin d'année et qu'il va falloir partager entre les deux, selon donc le moment auquel l'acheteur est devenu effectivement propriétaire. Et toi, l'acheteur, avec tes clés, tu peux donc soit directement habiter dans l'appartement ou alors le mettre en location selon ce que tu avais prévu de faire de cet appartement-là. Voilà, comme ça je suis arrivée au terme de ma vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter, de liker, de partager la vidéo. Et surtout, n'hésite pas de me contacter. Le lien est dans la barre de description si tu as besoin d'un accompagnement sur l'achat d'un bien immobilier ou alors si tu veux faire un financement à la banque. Je te dis donc comme ça, à très bientôt dans les commentaires ou alors tu me contactes en direct et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à toi. Au revoir.